Alors, bonjour à tous. Nous allons donc commencer notre leçon du jour. Oui, bonjour, prof. Merci, docteur. Bonjour. Nous allons commencer notre leçon du jour. Et évidemment, ou bien logiquement, nous allons un peu faire un rappel de ce qui a été dit la dernière fois. Nous avons, pendant la dernière séance de nos échanges, insisté sur l'encadrement juridique et institutionnel des droits de l'homme et le droit international de l'environnement, bon, droits fondamentaux et le droit international de l'environnement. On a vu ici que sur le plan des institutions, il y en a assez d'institutions, il y a tellement d'institutions, que ce soit les institutions sur le plan international et les institutions sur le plan régional. Il y en a tellement, nous avons cité entre autres des conventions, nous avons cité beaucoup de conventions, les organisations qui ont été créées à cet effet. Nous avons également parlé de l'encadrement juridique. Lorsqu'on parle d'encadrement juridique, on voit le texte. Et ces textes, nous avons également vu qu'ils se déclinent sous plusieurs formes. On a les textes à vocation internationale, régionale, comme nous avons cité ici. Nous allons prendre quelques-uns, juste pour rappel. Sur le plan international, on a par exemple la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone qui date depuis 1985, encore en vigueur, une convention très importante. Nous avons l'accord de Paris. Nous avons la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, qui sont des textes phares. En ce qui concerne la biodiversité, nous avons cité, entre autres, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Nous avons cité également la Convention internationale sur la réglementation de la baleine, de la chasse à la baleine, qui date depuis 1946 et qui a été appliquée dans le cadre d'une affaire concernant le Japon. Je pense que nous allons la voir tout à l'heure, dans le cadre de la jurisprudence internationale. Nous avons sur le plan régional également beaucoup de textes. En Afrique, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons la Convention africaine sur la conservation de la nature et les ressources naturelles d'Alger, c'est-à-dire en Algérie, qui a été adoptée en Algérie en 1968, toujours en vigueur. Dans le cadre de l'Union européenne, nous avons également beaucoup de textes. On a cité la directive sur la criminalité environnementale qui date de 2024, elle est récente. Nous avons cité la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée en 2002 et bien d'autres textes. Alors, vous savez, il ne peut pas exister, on ne peut pas parler d'un corpus juridique, un corpus constitué de textes, sans toutefois parler de leur application. Vous savez, le droit n'existe que si les juridictions sont là pour l'appliquer. Du coup, pour cette session de cours, nous allons entamer le chapitre qui porte sur la jurisprudence. Ça veut dire comment est-ce que sur le plan international ou régional, les juridictions se comportent en ce qui concerne la protection de l'environnement, voire la protection des droits de l'homme. Alors, à ce sujet, nous allons quand même dire que la protection du droit international de l'environnement par la juridiction internationale est un domaine qui évolue.
il évolue tellement et il est caractérisé par une contribution croissante, mais qui reste confronté à des défis structurels parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore de cours international dédié. Quelqu'un veut prendre la parole, j'entends depuis là. Oui, docteur Amusson, vous voulez dire quelque chose? Ah, ok. Oui, il n'existe pas encore un cours international de l'environnement qui est dédié uniquement à cet effet. Du coup, les juridictions supranationales qui existent jouent le rôle, n'est-ce pas, de clarification ou bien d'application des principes environnementaux en droit de l'environnement. Mais on peut également noter que les juridictions internationales contribuent, ces juridictions internationales, pardon, contribuent à la protection de l'environnement, principalement par l'application et la consolidation des principes fondamentaux du droit de l'environnement ou bien du droit international de l'environnement, notamment l'obligation de diligence raisonnable, on appelle ça due diligence. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit qu'il y a une directive européenne sur l'obligation de diligence raisonnable, c'est-à-dire que prendre des mesures afin de réparer, n'est-ce pas, réparer un tort causé à l'environnement. Le principe de précaution également, le principe de prévention et l'obligation de coopération entre les États. Et voilà donc ce sur quoi les juridictions internationales contribuent à la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'en appliquant ces principes-là, l'obligation de diligence, le principe de précaution, le principe de prévention et l'obligation de coopération et de consultation entre les États. Les États doivent, n'est-ce pas, comme je l'ai dit la dernière fois, les États doivent vraiment, d'abord sur le plan interne, sur le plan individuel, prendre des mesures et pourquoi pas coopérer avec d'autres États, les États voisins. Je vous ai dit que le dommage environnemental ne se limite pas à un seul État. C'est un dommage qui a tendance à se propager et à toucher plusieurs États. Alors, les juridictions internationales également reconnaissent la nécessité de la réparation pour le dommage environnemental, y compris la remise en état ou la réparation des dommages causés, que ce soit à la nature ou bien aux personnes. Alors, nous allons donc décliner notre développement aujourd'hui en deux temps. J'espère qu'on va y arriver. Nous allons voir d'abord le contentieux environnemental devant la juridiction à vocation universelle, d'une part, et le contentieux environnemental devant la juridiction à vocation régionale. Voilà, puisqu'on a vu que ces juridictions se prononcent de plus en plus sur les affaires relatives à la violation des principes ou engagements non seulement écologiques, mais également qui portent atteinte à l'existence humaine. Donc, nous allons donc commencer par le contentieux environnemental devant la juridiction à vocation universelle, c'est-à-dire que à la suite donc des juridictions nationales, les juridictions internationales ont été largement sollicitées de demandes ayant pour objet l'évaluation des obligations des États en matière climatique. Et cette sollicitation, ou bien cette sollicitude prend beaucoup plus d'ampleur. Que ce soit dans le cadre des avis, des demandes d'avis consultatifs, nous avons vu la dernière fois qu'il y a tellement d'avis consultatifs et ce n'est pas parce qu'on dit avis consultatif qu'on va penser que c'est une application facultative, puisqu'on a vu que derrière consultatif peut avoir une certaine obligation ou certaines contraintes qui pénètrent, qui obligent les États à agir selon la logique de l'avis concerné. Nous allons voir plus tard, ou bien dans la suite des minutes qui vont suivre, les avis qui ont été rendus par les juridictions et qui ne sont pas des moindres. Alors que ce soit dans les demandes d'avis consultatifs ou les demandes contentieuses, la Cour internationale de justice en premier lieu intervient. Nous avons le Tribunal international du droit de la mer, surtout qui intervient également, et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, n'est-ce pas, qui sont intervenus pour préciser surtout les obligations des États qui découlent de leurs obligations de prévention des atteintes à l'environnement, lesquelles peuvent également toucher les droits de l'homme. Alors, nous allons commencer donc par la Cour internationale de justice.
Pour dire dès l'entame que la Cour internationale de justice n'a pas de jurisprudence étendue en droit de l'homme, n'est pas assez dense, mais je vous avais dit, même depuis la première séance de ce cours, son avis consultatif du 24 juillet 2025 sur le changement climatique a établi un lien fondamental entre les obligations climatiques et les droits de l'homme. À travers cet avis, la Cour internationale de justice a reconnu le droit à un environnement sain comme un droit humain universel. Alors, en fait, pour la Cour internationale de justice, l'inaction des États, suivant cet arrêt, suivant cet avis notamment, pour l'illustrer, l'inaction des États face au changement climatique constitue ce que j'ai appelé, ce que nous avons appelé un fait internationalement illicite qui engage leurs responsabilités et les oblige à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à coopérer avec d'autres États ou d'autres institutions internationales pour prévenir les dommages environnementaux. Alors, nous allons donc comprendre que la compétence de la Cour internationale de justice en matière environnementale est en train de prendre de l'ampleur, surtout lorsqu'il s'agit de contraindre les États à répondre de leurs obligations en matière environnementale. C'est vrai, on ne peut pas dire que cette compétence-là, on doit se réjouir, on doit s'en réjouir, elle fait face à des écueils parce que le champ contentieux est limité. Mais il se trouve que avec sa compétence en matière d'avis consultatif, la Cour internationale de justice est en train de marquer de son poids en ce qui concerne le droit, l'évolution du droit international de l'environnement. Alors, nous allons prendre quelques affaires. Nous allons prendre la première affaire pour la première affaire d'activité menée par le Nicaragua dans la région frontalière Costa Rica-Nicaragua. Alors, selon les faits, allons un peu dans les faits, le 18 novembre, je pense, le 18 novembre 2010, la République du Costa Rica a déposé une requête introductive d'instance contre le Nicaragua en raison d'une prétendue incursion en territoire costaricien de l'armée du Nicaragua, costaricien. En fait, le Costa Rica a déposé une plainte pour dire que, pour se plaindre de ce que l'armée du Nicaragua a fait une incursion dans son territoire. Alors, dans sa requête, le Costa Rica prétend que le Nicaragua, à l'occasion de deux incidents distincts, a occupé son sol dans le cadre de la construction d'un canal entre le fleuve San Juan et la lagune de Los Portillos et mené certaines activités annexes de dragage. Alors, ces travaux, selon le Costa Rica, altéreraient le débit des eaux alimentant le Colorado, qui est un fleuve du Costa Rica, et causeraient d'autres dommages à son territoire, notamment les dommages aux zones humides et aux zones réservées à la flore et à la faune sauvage de la région. Alors, le Nicaragua a également réagi le 22 décembre 2011 en introduisant également une instance contre le Costa Rica pour violation de sa souveraineté et des dommages importants causés à l'environnement sur son territoire. Le Nicaragua soutient que le Costa Rica réalise en zone frontalière de vastes travaux tendant à construire une route qui aurait de graves conséquences sur l'environnement. Mais la Cour, il fallait que la Cour décide. La Cour a tranché en deux temps, puisque cette affaire a donné lieu non seulement à une condamnation sur le fond, mais également à une condamnation sur le plan de l'indemnisation. Alors, la Cour a tranché, puisque dans son arrêt, la Cour a déclaré que le Nicaragua avait l'obligation d'indemniser le Costa Rica à raison des dommages matériels
qui lui avait causé par les activités illicites. Et dans le même arrêt, la Cour a précisé que les dommages causés à l'environnement, en particulier la dégradation ou la perte consécutive des biens et services environnementaux, ainsi que le coût des mesures de restauration de l'environnement endommagé, sont susceptibles d'indemnisation en droit international. Alors, avant d'attribuer une valeur pécuniaire aux dommages causés à l'environnement par les activités illicites du Nicaragua, la Cour a d'abord vérifié, n'est-ce pas, l'existence et l'étendue des dommages en question et recherché s'il existait un lien de causalité entre ces dommages-là et les activités du Nicaragua. Alors, il se trouve donc que la Cour a d'abord retenu sur le fond la responsabilité du Nicaragua en termes, en ce qui concerne les dommages causés à l'environnement. Et encore dans le même arrêt, dans une autre affaire, la Cour a déclaré que, toujours dans la même affaire, selon un autre moyen, la Cour a déclaré que la construction de la route par le Costa Rica comportait un risque de dommages transfrontaliers important et que le Costa Rica avait par conséquent l'obligation d'effectuer une évaluation d'impact sur l'environnement que lui impose le droit international général. Alors, l'arrêt sur le fond intervient en 2015, mais maintenant sur l'indemnisation, parce que la Cour a également prononcé une indemnisation, c'est-à-dire on va dire une sanction à l'endroit du Nicaragua. En fait, l'arrêt sur l'indemnisation intervient le 2 février 2018 sur la réparation des dommages environnementaux. Après l'arrêt de 2015, sur le fond qui a condamné le Nicaragua, le Costa Rica a demandé une indemnisation pour les dommages découlant des activités illicites, notamment la destruction des zones humides protégées lors des travaux de dragage menés par le Nicaragua. C'est un arrêt qui est vraiment novateur parce que la Cour internationale de justice a évalué pour la première fois une indemnisation pour dommages environnementaux. Et dans ce cas, c'était d'environ 368 000 dollars américains. En fait, à travers cette indemnisation prononcée par la Cour, le juge consacre ici l'indemnisation pour dommages environnementaux purs, c'est-à-dire les préjudices causés au milieu naturel lui-même, même si en réalité, les personnes ne sont pas concernées, que la vie humaine n'a pas été concernée. Là, c'est un arrêt qui concerne la répression, ou bien la sanction des dommages causés au milieu environnemental pur, au milieu environnemental pur. Mais nous allons voir d'autres arrêts où le milieu environnemental est touché et qui affecte également la vie des hommes. Nous allons le voir dans les arrêts qui vont suivre. La deuxième affaire que nous avons retenue ici dans le cadre de ce cours, toujours de la Cour internationale de justice, l'affaire de la chasse à la baleine dans l'Antarctique. Vous savez, il y a une convention qui date de 1946 qui est toujours en vigueur sur la chasse à la baleine. Vous savez ce que la baleine constitue dans l'écosystème marin. Alors, c'est une affaire Australie contre Japon qui date de 2014. Alors, depuis les années 80, donc, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, qui date de 1956, avait instauré un moratoire sur la chasse commerciale à la baleine, avec pour objectif de protéger et de renforcer la biodiversité marine. Le Japon, malgré cette convention, a initié et continué des programmes de chasse sous couvert de la recherche scientifique. C'est-à-dire que le Japon a initié des programmes de chasse à la baleine sous le motif qu'il menait des recherches scientifiques à travers des programmes JAPA. On a JAPA 1, JAPA 2. Alors, l'Australie, appuyée et soutenue par la Nouvelle-Zélande, a saisi la Cour internationale de justice en 2010, estimant que ces programmes n'étaient pas de la recherche scientifique, mais justement une chasse commerciale déguisée. C'est-à-dire que pour ces États, le Japon ne menait pas
de recherche scientifique, mais menait une chasse commerciale en raison du nombre excessif de baleines et l'absence de résultats probants. C'est-à-dire qu'on a constaté que le Japon attrapait beaucoup, les Japonais, bien, le Japon, à travers n'est-ce pas, ses équipements, attrapait beaucoup de baleines, mais on n'avait pas de résultats de la recherche, alors ce qui était contre la Convention. Ce qui a poussé dans le 31 mars, n'est-ce pas, 2014, la Cour internationale de justice a jugé que le Japon ne remplissait pas les conditions de l'article 8 sur la Convention internationale sur la chasse de la baleine. Et en plus, le programme JAPA n'était pas conduit à des fins de recherche scientifique. En fait, l'octroi des permis de chasse par le Japon était donc incompatible avec les obligations internationales issues de la Convention, n'est-ce pas? Elle a donc obligé le Japon à révoquer tous les permis et à s'abstenir de délivrer de nouveaux permis qui ne seraient pas conformes à la Convention. Ouais, c'est un peu une jurisprudence qui est ici spécifique, n'est-ce pas, au domaine de la protection, dans le cadre de la protection de l'environnement. Alors, nous allons continuer avec une jurisprudence que nous avons retenue, mais en deuxième point, en citant ici le tribunal international de la mer, du droit de la mer. On a fini avec la Cour internationale de justice, on a cité 2 jurisprudences, il y en a tellement, on pourra également poursuivre cela avec, je vais vous envoyer les documents, n'est-ce pas, pour que vous puissiez intensifier la recherche ou la lecture. Alors, deuxième juridiction internationale, le tribunal international du droit de la mer. Le tribunal international du droit de la mer. Le droit de la mer est l'ensemble des règles du droit international qui déterminent les droits et les obligations des États en matière d'utilisation et d'exploitation des espaces maritimes. C'est le droit de la mer. Et le tribunal international du droit de la mer donc, a pour mission de régler les différends entre les États, les différends relatifs à l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Nous avons cité la dernière fois lorsqu'on parlait des institutions et même des textes. Alors, cette convention comporte une importante section sur la protection de la préservation du milieu marin. Il présente certaines caractéristiques qui en font un organe judiciaire particulièrement propice au développement du droit international de l'environnement. En effet, dans son avis consultatif sur les obligations des États parties à la Convention en matière de changement climatique, cet avis date de 2024, le tribunal a déclaré à l'unanimité de ses membres que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre constituent une pollution du milieu marin et que les États ont l'obligation spécifique de prévenir la prévention, réduire et maîtriser cette pollution avec un haut degré de diligence requise, compte tenu des risques irréversibles sur la nature et sur l'homme. Alors, ce tribunal international de la mer a plusieurs fois été sollicité en ce qui concerne les mesures conservatoires, beaucoup plus sur les mesures conservatoires en vertu du principe de précaution. Nous allons citer 3 affaires ici, au cours desquelles, au thème desquelles le tribunal international de la mer a donné son avis, a commis un avis dans le cadre de l'institution des mesures conservatoires que les États doivent appliquer. Et je répète, surtout en vertu du principe de précaution. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, ou bien lors de la première séance, que le principe de précaution est un principe cardinal en droit lorsqu'on parle du droit de l'environnement ou bien du droit international de l'environnement. Il est important de prévenir. Il ne s'agit pas ici de laisser que le dommage survienne avant de passer aux mesures de réparation qui parfois sont impossibles et même, n'est-ce pas, incompatibles ou bien incohérentes avec les dégâts qu'on constate. Alors, la première affaire, ça c'est concernant l'Irlande et le Royaume-Uni, l'usine MOX, qui a donné lieu à une ordonnance en ce qui concerne les mesures conservatoires le 3 décembre 2001.
Le litige portait sur l'autorisation accordée par le Royaume-Uni d'exploiter une installation de retraitement de combustible nucléaire irradié à Sellafield, c'est-à-dire à la frontière avec la mer d'Irlande. L'Irlande a demandé des mesures conservatoires consistant en la suspension immédiate, n'est-ce pas, des activités de l'usine MOX, afin de prévenir d'éventuels dommages liés à l'élimination des déchets radioactifs et au transport de matières radioactives à destination et en provenance de l'usine. Parce qu'il fallait donc limiter, parce que lorsqu'on parle de la radioactivité, vous savez, ça se répand dans l'air et plus tard, ça cause des dommages importants, non seulement à l'environnement, mais également des dommages sur les hommes. La deuxième affaire que nous allons citer ici, où le tribunal international du droit de la mer a rendu un avis, c'est l'affaire de la Malaisie contre Singapour concernant les travaux de poldérisation à l'intérieur et à proximité du détroit de Johor. Détroit de Johor, en Malaisie, contre Singapour. Alors, cet avis a donné lieu à des mesures conservatoires à travers une ordonnance du 8 octobre 2003, on l'a dit tout à l'heure. Le litige portait donc sur des mouvements de poldérisation par Singapour dans la zone du détroit de Johor. La Malaisie a fait valoir que ces travaux provoquaient la sédimentation, c'est-à-dire la sédimentation, l'érosion et la détérioration de la qualité de l'eau dans le détroit de Johor. En plus de menacer la conservation de la biodiversité et de la paix, n'est-ce pas, elle portait atteinte également, elle menaçait également la vie humaine, notamment lorsque la qualité de l'eau était déjà entachée. Elle mettait déjà la vie, n'est-ce pas, des populations de ce côté-là. C'est pourquoi donc Singapour a demandé au tribunal international de la mer, du droit de la mer, pardon, d'adopter les mesures conservatoires ordonnant la suspension de tous les travaux de remise en état de terre et de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement. Alors voilà la deuxième affaire donc, que nous avons retenue ici dans le cadre des avis rendus par le tribunal international du droit de la mer. Nous allons donc sortir avec cette autre affaire, l'affaire de la délimitation de la frontière maritime dans l'océan Atlantique. C'est une affaire Gabon contre Côte d'Ivoire, Ghana pardon, contre Côte d'Ivoire, à travers un arrêt du 23 septembre 2017. Alors, cette affaire portait sur la délimitation de la frontière maritime le long d'un champ pétrolier que les deux États, c'est-à-dire que le Ghana et la Côte d'Ivoire, exploitaient. Alors, la Côte d'Ivoire avait demandé des mesures conservatoires pour prévenir les dommages causés au milieu marin par les activités d'exploration et d'exploitation pétrolière du Ghana. Et je pense que dans cet arrêt, les deux États se sont ravisés, c'est-à-dire qu'en réalité, le tribunal international du droit de la mer a mis les États un peu devant leurs responsabilités, quitte à ce qu'ils s'arrangent à maîtriser cette activité-là afin d'éviter les dommages causés au milieu marin, puisqu'on parlait d'un champ pétrolier au niveau de la frontière maritime entre les deux États. Alors, nous avons également retenu une affaire, n'est-ce pas, du tribunal international du droit de la mer qui est récente. Elle date du 21 mai 2024, n'est-ce pas, où le tribunal international du droit de la mer est vraiment entré dans l'histoire en rendant un avis consultatif, c'est-à-dire à l'unanimité, pour redorer le blason de la justice climatique. Alors, au terme de cet avis, les 21 juges qui ont été saisis par 8 petits États insulaires, c'est-à-dire, on peut les citer, Antigua et Barbuda, Tuvalu, Palau, Niue, Vanuatu, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines et Saint-Christophe et Nièvre. Alors, les juges qui ont été saisis par ces 8 États insulaires ont confirmé que
ces États qui sont partis à la Convention internationale de Montego Bay ont l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine résultant des émissions anthropiques de gaz à effet de serre qui constituent bien aux yeux, n'est-ce pas, du Tribunal international des droits de la mer, une pollution du milieu marin. Alors, vous allez voir que parmi ces États, Tuvalu était l'État le plus actif. Et à travers Tuvalu, ces États ont fait valoir leur position, que ils sont, n'est-ce pas, victimes de la pollution des effets de réchauffement. Pourtant, ils, ils ne contribuent pas à la pollution au réchauffement, mais ils sont victimes de cette pollution et de ce réchauffement climatique. Et vous savez, lorsqu'on parle des COP, depuis que les COP existent, on était à la COP 37, je ne me rappelle plus bien, ces États insulaires militent vigoureusement pour leurs droits. Parce qu'en réalité, ces États, on peut également les assimiler aux pays émergents, les pays africains qui ne polluent pas, ou bien qui ne polluent pas trop. Le niveau de pollution est vraiment moindre, mais qui subissent les effets de la pollution des États industrialisés. Et je pense que dans le cadre de cet avis, le tribunal international du droit de la mer, c'est récent, hein, a également fait On vous a perdu. On a perdu le prof. Oui, non, ça va, je suis revenu. Il y a un souci de connexion, souci de connexion. Alors, nous avons donc alors, je pense que la connexion est revenue. Très bien. Est-ce que vous m'écoutez? C'est bon maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Est-ce que vous m'écoutez là? C'est bon? D'accord, d'accord. D'accord. Merci. Voilà, donc, on a donc ici examiné quelques cas de jurisprudence. En ce qui concerne la jurisprudence, ou bien le contentieux environnemental devant la juridiction à vocation universelle, on a vu ici la Cour internationale de justice, le tribunal international du droit de la mer, avec les cas que nous avons essayé d'énumérer ici. Alors, prenons donc la section 2, la deuxième articulation de ce chapitre, le contentieux environnemental devant les juridictions régionales de droits de l'homme. Alors, pour dire que le phénomène climatique, ou bien le phénomène des litiges climatiques a atteint toutes les juridictions, y compris les juridictions régionales chargées de la protection des droits de l'homme, des droits de l'environnement, telles que la Cour européenne des droits de l'homme, que nous allons examiner en premier point, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, second point, et pour finir avec la Cour africaine des droits de l'homme, la CADH, qui s'est également prononcée sur certaines affaires. Alors, commençons donc par la Cour européenne des droits de l'homme.
La première affaire que nous avons recensée ici est l'affaire de la Cour européenne des droits de l'homme, Lopez Ostra contre l'Espagne, qui date du 9 décembre 1994. C'est vrai, ce n'est pas assez récent, mais les résultats sont toujours d'actualité. Dans cette affaire, on y voit la protection indirecte de l'environnement par les droits fondamentaux. Ça veut dire qu'on parle de la vie, la santé, le domicile de la personne, mais indirectement, on voit également que l'environnement est préservé. Alors, l'article 8 de la Convention européenne, et plus particulièrement le premier paragraphe, garantit le droit à la qualité de la vie privée et à la jouissance des agréments du domicile, à savoir l'espace de vie. Voilà ce que l'article 8 de la Convention européenne dit. Donc, l'affaire dont Lopez Ostra contre l'Espagne intervient en 1994. Et c'était pour la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé de la violation de cette disposition dans un contexte environnemental. Selon les faits, la requérante, c'est-à-dire Lopez Ostra, se plaignait des nuisances causées par une station d'épuration d'eau et de déchets située à quelques mètres de son domicile. Elle se plaignait donc des bruits, des odeurs, des fumées. Donc, elle a donc saisi la Cour qui, dans son arrêt, a dit qu'il va de soi que les atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée familiale. Cet arrêt, comme je vous l'ai dit, date de 1994. Il n'est pas récent, mais il est vraiment d'actualité. Cet arrêt qui fait la jonction dans une même affaire entre la préservation de l'environnement et la protection des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie, le bien-être, le droit de jouir de son domicile et de son espace de vie. Lorsque la Cour a constaté que la station de traitement, d'épuration d'eau et de déchets, à travers ses activités, produisait des odeurs, des bruits, des fumées qui mettaient à mal le voisinage. Elle a donc décidé que cette atteinte à l'environnement causait également une autre atteinte, là maintenant, aux personnes, notamment la dame Lopez Ostra qui a saisi la Cour, et la Cour a, n'est-ce pas, statué en disant que les atteintes à l'environnement peuvent affecter le bien d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée familiale. C'est un arrêt vraiment un arrêt marquant en ce qui concerne la jonction ou l'interaction entre la préservation de l'environnement et la protection des droits de l'homme. Alors, le deuxième arrêt que nous avons relevé ici, c'est l'arrêt Basila contre Roumanie. Cet arrêt date du 30 mars 2010. En fait, c'est deux arrêts, n'est-ce pas? Nous avons deux arrêts où nous avons fait valoir le renforcement du droit à un environnement sain. Donc, on a l'arrêt Basila contre la Roumanie du 30 mars 2010 et l'arrêt Ulwik contre la Croatie du 20 mars de la même année, 2010. Alors, dans l'arrêt Basila contre la Roumanie, ces deux arrêts, n'est-ce pas, ont contribué au renforcement du droit à un environnement sain en reconnaissant qu'un État est tenu de protéger les individus contre les atteintes graves à leur santé et à leur bien-être dû à la pollution, y compris par les activités économiques en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article 8 que nous avons cité plus haut dans l'affaire Lopez Ostra contre l'Espagne. Cet article 8 qui revient. Dans l'arrêt Basila contre la Roumanie, alors, le requérant de Basila a soutenu que
ces problèmes de santé et une atteinte à sa qualité de vie ont été causés par la pollution industrielle en violation de l'article 8 de la Convention relative au droit au respect de la vie privée familiale, privée et familiale. La Cour a jugé que les autorités roumaines avaient violé la réglementation en ne protégeant pas les victimes de cette pollution et que le maintien d'une activité économique ne peut primer sur le droit d'une personne à vivre dans un environnement sain et que les autorités ont un devoir de protection envers les citoyens face aux pollutions. Je fais là un clin d'œil, je vais me répéter pour faire un clin d'œil au docteur Robinson qui avait posé une question, faut-il pas sacrifier certains droits de nos droits fondamentaux pour protéger le climat? Bon, c'est un clin d'œil. Hein? Je reviens encore sur cette affaire, Basila contre Roumanie, où la Cour a jugé que les autorités romaines avaient violé la réglementation en ne prenant pas de mesures pour protéger les victimes de cette pollution. Pollution, n'est-ce pas, due aux activités économiques. Et que le maintien de l'activité économique ne peut primer sur le droit d'une personne à vivre dans un environnement sain. En réalité, la Cour ici met en avant les droits de l'homme et met en fait au premier plan les droits de l'homme et que les droits de l'homme ne peuvent pas être empiétés parce que on fait prévaloir les bienfaits d'une activité économique. La Cour a dit non, que même si une activité économique devrait, n'est-ce pas, participer au développement du pays, c'est vrai, c'est logique, c'est de bonne guerre, on ne peut pas mettre cela en avant au détriment des droits de l'homme. Et la Cour donc dit, le maintien d'une activité économique ne peut primer sur le droit d'une personne de vivre dans un environnement sain et que les autorités ont un devoir de protection envers les citoyens face aux pollutions. Alors, j'ai fait un clin d'œil au docteur Robinson par rapport à sa question, faut-il sacrifier certains droits fondamentaux pour protéger le climat? Bon, c'est un débat, peut-être que lorsque nous allons interagir, on va y revenir. Alors, la deuxième affaire, l'arrêt Oulik contre la Croatie. Cette affaire est venue renforcer la jurisprudence en reconnaissant le droit de l'État de prendre toutes les mesures positives pour garantir un environnement sain, même en l'absence de dispositions explicites sur un droit à un environnement à la Convention. En fait, qu'est-ce que ces deux arrêts en réalité sont un peu la suite de l'arrêt du premier arrêt que nous avons cité ici. De l'arrêt Lopez Oscar contre l'Espagne en ce qui concerne la violation de l'article 8 de la Convention européenne. Cet article 8 qui parle de la jouissance, n'est-ce pas, de la vie privée, de l'espace de vie et familial. Après l'arrêt Basila contre Roumanie du 30 mars 2010, l'arrêt Oulik qui intervient le 20 mai 2010 est venu renforcer la jurisprudence là, toujours en mettant en avant le droit des personnes de jouir d'un environnement sain. Alors, la troisième affaire de la Cour européenne des droits de l'homme que nous avons recensé, que nous avons cité, c'est un arrêt qui date de 2023. Il y a deux affaires, 2023 et 2024. On a l'affaire Duarte, Agostino et les autres contre le Portugal. Les feux de brousse, les incendies et consorts. Le Portugal et 32 autres États. Là, ça date de 2023. Et l'affaire des aînés pour la protection de la nature, protection du climat, pardon, contre la Suisse, qui date de 2024. Je me répète, la Cour européenne des droits de l'homme, n'est-ce pas? Nous sommes là sur la troisième jurisprudence que nous allons examiner, qui est composée de deux affaires que nous avons retenues. L'affaire Duarte Agostinho et autres contre le Portugal et 32 autres pays de 2023. Et l'affaire des aînés pour la protection de la nature, du climat, pardon, contre la Suisse de 2024. Alors, la Cour a statué sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, reconnaissant l'existence d'un droit à un environnement sain, découlant indirectement du droit à la vie
et du droit au respect de la vie privée et familiale. C'est toujours la convention qui se trouve à être appliquée. Alors, en effet, dans l'affaire Duarte Agostino et autres contre le Portugal et 32 autres États de l'Union européenne, les requérants qui vivaient au Portugal alléguaient en particulier qu'ils étaient victimes de violations des articles 2, 3, 8 et 14 de la Convention en raison des effets présents et les graves effets futurs du changement climatique qu'ils attribuaient à leur pays d'origine, les différents pays, surtout le Portugal, le pays du Portugal, et aussi en 32 autres États, et spécifiquement ceux liés aux vagues de chaleur, aux feux de forêt et aux fumées d'incendie, qui, selon eux, avaient des répercussions sur leur vie, leur bien-être, leur santé mentale et les agréments de leur foyer. Vous vous rappelez, oui, on se rappelle, chaque année, il y a des feux de brousse en Espagne, au Portugal, en Italie. Ces feux sont recensés en France. Ces feux de forêt qui créent des dommages environnementaux et humains importants. C'est sur la base donc de ces feux que Duarte Agostino et compagnie ont saisi la cour contre ces États-là, et prioritairement le Portugal, en ce que les feux de brousse, avec les vagues de chaleur, les fumées des incendies causés, avaient des répercussions sur leur vie, leur bien-être, leur santé mentale et les agréments de leur foyer. Ils arguaient, en ce qui concerne le Portugal, que le Portugal était l'un des pays d'Europe qui serait le plus touché par les conséquences négatives du changement climatique et que le pays faisait face à des obstacles difficiles à franchir quant à sa capacité d'adaptation aux effets du réchauffement planétaire. En fait, c'était ici pour mettre le Portugal en première ligne parce que selon Duarte Agostino et compagnie, le Portugal ne faisait pas assez d'efforts, n'est-ce pas? Et que le Portugal peut-être avait des difficultés quant à sa capacité à s'adapter aux effets du réchauffement de la planète. Alors, l'affaire des aînés pour la protection du climat, pour sa part, cette affaire contre la Suisse, c'est une association qui a intenté une affaire contre la Suisse. Cette affaire a donné lieu à une décision historique de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendue en 2024, le 9 avril 2024, condamnant la Suisse pour ne pas avoir pris de mesures suffisantes contre le changement climatique en violant ainsi le droit des requérants. Ici, ce sont des retraités suisses, les retraités suisses, les femmes, d'un certain âge avancé, n'est-ce pas, que la Suisse n'a pas pris des mesures suffisantes, violant ainsi leur droit à une protection efficace à leur droit à la vie privée, à la santé. Ça veut dire en réalité que ces retraités suisses d'un âge avancé, qui faisaient partie des aînés, de l'association des aînés pour la protection du climat, se sont plaints que leur pays d'origine ne prend pas assez de mesures pour assurer la protection de leur vie et de leur santé, et que la Suisse ne prend pas assez de mesures pour éviter le changement climatique. Alors, la Cour, donc, pour la première fois, a établi qu'une inaction climatique d'un État peut être une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, ici, la Cour, en s'adressant à la Suisse, a indiqué que lorsque l'inaction d'un État, lorsqu'un État n'est pas proactif, cela peut être une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais, un État qui est inactif sur le plan climatique, l'État qui ne prend pas de mesures pour prévenir les dégradations écologiques, a violé la Convention européenne sur les droits de l'homme. Toujours là, dans ces arrêts, vous voyez l'interaction qu'il y a entre la protection du climat et les droits de l'homme.
En fait, pour reprendre le professeur Henri Solveig, il parle par exemple que l'environnement existe dans les instruments de protection des droits de l'homme, comme les droits de l'homme existent, n'est-ce pas, dans les instruments de protection de l'environnement. Et en ce qui concerne la jurisprudence, le professeur Henri Solveig dit par exemple que la protection de l'environnement existe dans la jurisprudence des juridictions de protection des droits de l'homme. Ça veut dire que lorsque vous lisez certaines jurisprudences de protection des droits de l'homme, on y voit, n'est-ce pas, des éléments de protection de l'environnement et vice-versa. Et vice-versa, qu'on vient de voir, qu'on vient peut-être de l'examiner dans certains de nos, dans ces arrêts-là, et vice-versa. Il dit également que la protection des droits de l'homme intervient dans certaines jurisprudences liées à la protection de l'environnement. En fait, j'espère que je ne me suis pas répété. En fait, pour dire que nous avons juste ici examiné les cas de jurisprudence où nous voyons l'interrelation entre la protection de l'environnement et par ricochet la protection des droits de l'homme. Nous avons dit ici, depuis nous sommes de m'appeler ici, ce sont des notions aujourd'hui qui vont ensemble pour une efficacité, n'est-ce pas, une efficacité que nous voulons davantage dans le cadre du droit international de l'environnement. Et comme je vous l'ai dit, c'est un droit pour lequel nous devons beaucoup militer. Alors, la quatrième affaire que nous avons retenue en ce qui concerne la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle date là maintenant de 1998. Guerra et autres et compagnies contre l'Italie. Alors, dans cette affaire, les requérantes habitaient à environ 1 km d'une usine chimique qui fabriquait des engrais. Une usine chimique installée en Italie qui fabriquait les engrais. Dans cette usine, un accident s'est produit et qui a conduit des personnes gravement intoxiquées par l'arsenic à l'hôpital. Parce que cet arsenic a été libéré dans l'atmosphère avec d'autres substances qui contiennent ce poison. Et la Cour a donc rappelé à l'Italie que des atteintes graves à l'environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile. Une jurisprudence en droit de l'environnement, n'est-ce pas, qui fait également intervenir les droits de l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, nous avons fini ici avec, voilà les affaires que j'ai recensées en ce qui concerne la compétence ou bien la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, jurisprudence régionale, une institution juridictionnelle régionale. Alors, nous allons continuer avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le contentieux environnemental devant cette Cour est marqué par l'écologisation de sa jurisprudence. C'est une jurisprudence qui est beaucoup plus, qui s'intéresse beaucoup plus à l'écologie, aux écosystèmes, au climat, à l'environnement, avec la reconnaissance d'un droit à un environnement sain comme un droit humain en 2017, où la Cour interaméricaine des droits de l'homme, à travers son contentieux environnemental marqué par l'écologisation, a reconnu solennellement le droit à un environnement sain comme un droit humain. Cela en 2017. Alors, cette Cour a donc statué sur plusieurs affaires. Nous avons pris quelques-unes, n'est-ce pas, quelques-unes. Bon, surtout l'affaire de la communauté de la Oroya contre le Pérou. C'est une affaire qui nous a beaucoup marqué. Une affaire intéressante. Une affaire qui montre comment est-ce que les activités du multinational peuvent perturber la vie d'une communauté. C'est les communautés qui vivent dans des forêts, qui vivent dans les lieux à habitat sauvage, quoi. Voilà. Alors, l'affaire de la communauté de la Oroya contre le Pérou. Alors,
Cette affaire a donné lieu à un arrêt qui crée un précédent important qui vient appuyer la protection du droit à un environnement sain. La Cour a en effet jugé que l'État du Pérou avait violé de nombreux droits humains des habitants de la Oroya, notamment les droits à un environnement sain, à la santé, à l'intégrité personnelle et à une vie digne, à l'accès à l'information et à la participation politique. Voilà ce que la Cour a retenu à l'encontre de l'État du Pérou. Et si vous vous rappelez, l'accès à l'information et à la participation et la justice, si vous vous rappelez la Convention d'Aarhus, ce sont des éléments importants qui rentrent dans ce qu'on appelle le droit à un environnement sain, si vous vous rappelez bien. Convention d'Aarhus de 1998. Alors, selon les faits de cette affaire, la communauté de la Oroya contre le Pérou, l'État péruvien a été reconnu responsable pour son inaction face à la pollution par métaux lourds causée par les multinationales qui a gravement affecté la santé des habitants de la Oroya. C'est une petite ville, où un complexe de fonderie de métaux fonctionne depuis des générations sans un contrôle adéquat de la pollution. C'est-à-dire que vous voyez une multinationale qui est installée dans une petite ville, la Oroya, et qui faisait dans la fonderie des métaux depuis des générations. Et elle polluait sans un contrôle. Les habitants donc se sont plaints que cette fonderie, à travers la pollution, a provoqué des calamités environnementales et de santé. Et les victimes sont comptées par dizaines. Alors, la Cour a donc ordonné au Pérou l'adoption de mesures de réparation intégrale comprenant la remise en état. Suivez bien ce que la Cour a dit ici, parce que quand j'insiste sur cet arrêt, c'est un arrêt vraiment qui est un peu complet en ce qui concerne les diligences attendues des juges lorsqu'un dommage environnemental et par ricochet les atteintes aux droits de l'homme surviennent. La Cour ici a pris une décision qu'on qualifie de complète. Alors, lorsque les habitants de la Oroya ont saisi la Cour a ordonné l'adoption des mesures de réparation intégrale comprenant la remise en l'état de l'environnement. D'abord, on remet en l'état l'environnement. Bon, là, c'est un autre débat, est-ce que c'est possible à 100%? La réduction et l'atténuation des émissions polluantes de 2. La surveillance de la qualité de l'air. La Cour a également ordonné les soins médicaux gratuits et spécialisés pour les habitants de la Oroya qui ont été touchés. La Cour a également ordonné les indemnisations et un plan de relogement pour les personnes touchées. Et la Cour ne s'est pas arrêtée là. La Cour a également ordonné la poursuite des responsables de cette pollution. C'est un arrêt que nous qualifions de complet. Et on peut l'assumer parce que non seulement la Cour a pensé à la remise en l'état de l'environnement, la Cour a pensé à la restauration de la dignité humaine, c'est-à-dire qu'à penser également aux droits de l'homme qui ont été affectés, c'est-à-dire aux personnes qui ont été affectées, dont les droits ont été affectés, dont la vie et la santé ont été affectées. La Cour ne s'est pas arrêtée là, mais elle a également fini en indiquant qu'il faut que les responsables de cette pollution soient poursuivis en justice. Nous pensons que nous partageons l'avis de David Boyd, David Boyd, qui est un rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement. David Boyd a donc pris une position claire en disant que la Cour interaméricaine, la décision de la Cour interaméricaine est le jugement le plus fort et le plus complet jamais rendu par un tribunal régional des droits de l'homme.
Non seulement il apporte une justice environnementale, comme j'ai dit tout à l'heure, attendue depuis longtemps par les populations de la OEA, mais il crée également, c'est-à-dire cet arrêt crée également un précédent décisif qui sera utilisé par les citoyens concernés, c'est-à-dire les citoyens concernés par les pollutions, par les communautés concernées par les activités des entreprises qui dégradent leurs conditions de vie, et les tribunaux et surtout les défenseurs des droits humains environnementaux du monde entier. Justement parce que quand David Boyd, dont je partage la position, dit que cet arrêt complet, je le répète, parce que non seulement cet arrêt pense à la restauration de l'environnement qui a été détruit, aux droits des personnes qui ont été affectées et surtout les poursuites qui doivent être engagées, n'est-ce pas, qui doivent être engagées à l'encontre des personnes responsables de cette pollution. Nous considérons que cet arrêt est vraiment complet. Et voilà pourquoi David Boyd dit que cet arrêt peut servir de référent, que ce soit pour les personnes, les tribunaux, même les défenseurs des droits humains et environnementaux de par le monde entier. Alors, la deuxième affaire de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est un avis consultatif qui date de 2017. Un avis consultatif où la Cour interaméricaine des droits de l'homme a reconnu un droit autonome en environnement sain. C'est là à la demande de la Colombie. À la demande de la Colombie, donc, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu un avis consultatif concernant les obligations environnementales des États qui constituent le système interaméricain des droits de l'homme. La Cour a donc fait valoir que, et elle a également exposé en détail les obligations des États qui ont causé ou pourraient causer les dommages environnementaux importants, dont les dommages transfrontaliers. De manière plus précise, la Cour a répondu ici aux questions de la Colombie, à savoir qui peut déposer une plainte concernant les dommages environnementaux transfrontaliers. Autre question, quels sont les droits des citoyennes et citoyens en lien avec les dommages environnementaux et quelles sont les obligations des États à cet égard au titre de la Convention interaméricaine et compte tenu des obligations environnementales établies dans les traités et dans le droit coutumier international. Alors, ces questions qui ont été posées à la Cour par la Colombie, la Cour interaméricaine des droits de l'homme par la Colombie, ont permis à ce que la Cour interaméricaine précise ou bien fasse des précisions concrètes. Des précisions concrètes, notamment qui a la qualité pour agir. Qui a la qualité pour agir. Quels sont les droits des personnes lorsque les dommages environnementaux sont constatés et quelles sont les obligations des États? Alors, première question, qui a la qualité pour agir? Je pense que lorsque nous nous appuyons sur les arrêts précédents où les populations, soit les communautés, soit les populations, soit les associations, soit les personnes individuelles saisissent une juridiction, nous pouvons dire donc que, en ce qui concerne la première question, qui peut déposer une plainte contre les dommages environnementaux transfrontaliers? On va dire toute personne, que ce soit une personne physique qui est touchée et qui peut avoir les preuves que le dommage environnemental transfrontalier porte atteinte à sa vie, ou bien à son espace de vie, ou bien à son environnement, toute personne peut déposer une plainte. Là, c'est une réponse évidente. Donc, la qualité pour agir, toute personne peut déposer une plainte. Deuxième question, quels sont les droits des personnes en lien avec les dommages environnementaux?
justement, pour répondre à cette question, on va dire que lorsque les dommages environnementaux sont constatés et que ces dommages ont porté atteinte à des personnes, ces personnes ont le droit normal de réclamer, n'est-ce pas, des indemnisations, des réparations. Premièrement, c'est-à-dire que ces personnes peuvent demander, sont en train de demander d'abord la cessation des activités qui causent des dommages, ça c'est premièrement. Demander également la cessation ou la suspension, selon le cas. Également, la réparation des dommages causés à l'environnement. D'abord, c'est-à-dire que d'abord, on suspend ces activités. Deuxièmement, ces personnes sont en train de demander la réparation des dommages causés à l'environnement. Et troisièmement, la réparation des dommages causés, n'est-ce pas, qui leur a été causé. Les dommages qui leur ont été causés, par exemple, les personnes, à travers, à la suite d'un dommage alimentaire, ont subi, par exemple, des intoxications, des dégradations de conditions de vie, avec des dépenses, les hôpitaux et consorts. En fait, ces personnes sont en droit donc de demander réparation, n'est-ce pas, sur le plan individuel, en ce qui concerne leur santé, que leur vie a été dégradée par le dommage environnemental. Alors, troisième question, les obligations des États à cet égard. Alors, l'État qui est garant de la santé de ces populations, non seulement garant de la santé environnementale ou bien de la préservation de l'intégrité environnementale, de l'environnement, pardon, et la santé, la sécurité de ces populations, a l'obligation de prendre des mesures, on parle de due diligence, diligence raisonnable. L'État donc, les États doivent donc non seulement prendre des mesures pour éviter, n'est-ce pas, que les dommages environnementaux ne surviennent, premièrement, et aussi contraindre ces entreprises ou bien ces opérateurs, ces exploitants qui mènent des activités, qui dégradent l'environnement, à prendre des mesures, n'est-ce pas, pour les cesser et voire même réparer les dommages humains qui ont été causés aux personnes. Je pense que c'est la Cour, n'est-ce pas, a répondu à ces questions posées, n'est-ce pas? Voilà ce que la Cour devait dire. Je peux me répéter, hein. Alors, la Colombie a saisi la Cour à travers trois questions. Qui peut déposer une plainte concernant le dommage environnemental transfrontalier? Nous avons dit toute personne, que ce soit une personne physique, une communauté qui est affectée, parfois les associations, les ONG, pourquoi pas un État, n'est-ce pas, qui peut se constituer la partie civile, un État contre un autre. Donc, ça va dépendre des circonstances. Deuxième question, quels sont les droits des citoyens des personnes en lien avec ces dommages environnementaux? Les personnes ont des droits. Premier droit, le droit de demander à ce que l'activité néfaste soit suspendue ou bien soit arrêtée. Demander également que l'environnement soit remis en état. Demander également que les dommages causés qui leur ont été causés soient réparés. Voilà ce que les citoyens peuvent demander. Troisième question, quelles sont les obligations des États à cet égard? Alors, les États, normalement, l'obligation de prendre des mesures pour éviter qu'il y ait toute catastrophe. On a vu, je le martèle encore ici, depuis la première séance de nos échanges, je martèle ici que ici, on ne doit pas avoir, on ne doit pas caresser dans le sens du poids. Il faut être strict en ce qui concerne les études d'impact. Les études d'impact qu'on doit mener au départ, parce que tout commence par là. Et surtout, il faut être strict sur les provisions, c'est-à-dire la caution à réclamer à l'entreprise. Il faut être vraiment, et je l'ai dit toujours, il faut l'évaluer en valeur absolue. Parce que lorsque le dommage environnemental se produit, on connaît les conséquences. Il y a le doyen qui a dit ici que l'entreprise peut détruire l'environnement et fuir. Et justement, donc il faut donc s'arranger que la caution réclamée à l'entreprise soit vraiment une caution conséquente pour éviter que les dommages environnementaux ne surviennent et puis ça part dans tous les sens. Donc, les États à cet égard doivent donc prendre des mesures dans ce sens-là. Également, tenir compte de ce que
elles doivent exhorter les entreprises ou les exploitants concernés, peut-être un exploitant minier, à s'assurer à ce que les populations soient en santé, prendre des mesures positives pour que les entreprises et les exploitants puissent peut-être intervenir pour soigner les populations qui ont été affectées par les effets de la pollution, de l'intégration de l'environnement. Donc voilà ce que l'on pouvait dire concernant la Cour interaméricaine des droits de l'homme à travers l'affaire, la communauté de la Oroya contre le Pérou. Le Pérou et également l'avis consultatif à la demande de la Colombie ou de 2017 où la Cour devait répondre à certaines questions. Nous les avons développées. Alors, la troisième juridiction, donc, c'est la Cour africaine des droits de l'homme, la CADH. L'Afrique s'est également prononcée en ce qui concerne les violations les violations du droit de l'environnement qui portent atteinte également à la vie des hommes, aux droits de l'homme. Alors, sur le continent africain, dans une affaire qui est similaire au cas Awastini, on va y revenir, la Commission africaine a demandé au Kenya, parce que le Kenya a créé des réserves naturelles où vivait la communauté Andoris, c'est une communauté kenyane. La Commission africaine a demandé au Kenya de reconnaître le droit de propriété de la communauté Andoris sur ses terres ancestrales et de lui payer une compensation adéquate pour la perte subie et de lui reverser une partie des revenus tirés de l'activité de la réserve. En fait, le Kenya a créé une réserve naturelle où vivait la communauté Andoris. La communauté Andoris vivait dans cet espace. Et le Kenya a donc créé une réserve naturelle pour protéger la faune. Vous savez, lorsque une réserve naturelle est créée, ça emporte interdiction pour les populations de mener ces activités, notamment les activités de chasse, voire même de la cueillette. Ça va dépendre des interdictions qui ont été formulées par les pouvoirs publics. Alors, la Cour a donc intimé au Kenya de reconnaître le droit de propriété de la communauté Andoris sur ses terres ancestrales et de lui payer une compensation adéquate, c'est-à-dire correspondante à la perte subie, et de lui reverser une partie des revenus tirés des activités de la réserve. Donc, comme l'État kenyan a créé la réserve, ce qui a donc diminué l'espace de vie de la communauté Andoris, la Cour a donc demandé au Kenya de lui payer une compensation pour la perte subie et de reverser une partie des revenus tirés de l'activité de la réserve, parce que lorsqu'on parle de la réserve, parfois, ça peut faire entrer de l'argent avec les touristes et consorts. Alors, la Cour a également autorisé à la communauté à avoir un accès libre à la réserve pour faire paître les animaux et se livrer à des rites religieux et culturels. Alors, au-delà d'ordonner à l'État kenyan de payer une compensation et de reverser des revenus à cette communauté, la Cour a donc donné un quitus, c'est-à-dire que les autorités kenyanes devaient donner un quitus, sont obligés, par exemple, d'accorder un accès libre à cette réserve-là, un accès libre aux membres de la communauté pour paître les animaux, c'est-à-dire que les animaux puissent se nourrir, et aussi pour les rites religieux et culturels. Autre chose qu'il faut dire, notamment par rapport à cette affaire, même si la Cour a intimé à l'État de prendre certaines mesures en faveur des populations, la Commission
a refusé à ces populations le droit de chasse. Et la commission a plus tard refusé à ces populations le droit de chasse. Ça veut dire que y a eu des restrictions, en fait. L'État kenyan devait payer les compensations, oui, verser une partie des revenus dus aux activités, tirés des activités de la réserve, oui, mais une restriction, notamment l'interdiction à la communauté andouris de pratiquer la chasse. Bon, ça peut se comprendre, hein, ça peut se comprendre. C'est peut-être une restriction de la propriété qui a été instituée ainsi par la commission. En fait, bon, on pourra débattre de cela après. Quatrième institution que nous avons retenue ici sur le plan régional, après la Cour africaine des droits de l'homme, on a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans une affaire CERAC contre le Nigeria, elle date de 2001. C'est une affaire également intéressante. Une affaire, elle s'appelle également l'affaire Ogoni, n'est-ce pas? Où la commission a rendu une décision en 2001, octobre 2001, dans laquelle il a été jugé que le Nigeria avait violé les droits du peuple Ogoni, notamment les droits à un environnement sain, à l'alimentation et à la libre disposition de leurs ressources naturelles en raison des activités pétrolières des subsides dans la région du delta du Niger. Alors, vous allez comprendre donc que le peuple Ogoni, cette affaire s'appelle également affaire Ogoni, mais le peuple Ogoni a été donc assisté par le CERAC, qui est une association qui a décidé de défendre les intérêts du peuple Ogoni. Alors, selon les faits, le CERAC, Social and Economic Rights Action Center, le Centre des droits socio-économiques, et le Center for Economic and Social Rights ont représenté les membres du peuple Ogoni contre le gouvernement nigérien, accusés de ne pas avoir protégé les ressources naturelles du delta du Niger, permettant aux compagnies pétrolières de détruire l'environnement et les ressources de nourriture provenant de la pêche et de l'agriculture. Et cette activité donc menée par ces compagnies pétrolières détruisait l'environnement et privait donc le peuple de l'Ogoni de vivre normalement de la pêche et de l'agriculture, qui étaient les principales activités menées par ces peuples-là, autochtones-là. Alors, il s'agit en réalité d'une affaire à travers laquelle la Commission a pour la première fois et explicitement relié le droit à un environnement sain aux droits humains et a insisté sur la responsabilité encore des États. On ne peut pas parler sans citer la responsabilité des États, puisque l'État est garant de tout ce qui se passe dans son territoire. Le Nigeria donc a été reconnu coupable de violation de plusieurs articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, incluant le droit à un environnement satisfaisant, le droit à l'alimentation, le droit à la libre disposition des ressources naturelles et le droit à la propriété. Vous voyez donc cette interrelation qui existe entre le droit de l'environnement et les droits humains. Ouais, cette affaire commence par une atteinte à l'environnement à travers les activités pétrolières qui ont détruit l'environnement dans la région du delta du Niger et par conséquent ont affecté, n'est-ce pas, la qualité de la vie du peuple Ogoni, notamment en leur privant de ressources de nourriture provenant de la pêche et de l'agriculture. Voilà pourquoi donc le Nigeria a été reconnu coupable de violation de la Charte africaine des droits de l'homme des peuples, dans laquelle on peut lire que les peuples ont droit à un environnement satisfaisant, l'homme a droit à un environnement satisfaisant, droit à l'alimentation,
droit à la libre disposition de ses ressources naturelles et droit à la propriété. Alors, donc, voilà donc ce qu'on pouvait, on a recensé notamment concernant la jurisprudence en droit international de l'environnement, dans laquelle intervient également les droits de l'homme, puisqu'on a vu que dorénavant, ces deux notions interagissent. Donc voilà donc ce qu'il fallait que j'avais prévu pour vous dans le cadre de ces échanges. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions. Je vous écoute. Oui, Safari, oui. Ah oui, Chris. Je vois Chris là. Oui, vous pouvez parler, Chris. On vous écoute. Bonjour, prof. Merci, bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement sur les outils ou les outils surtout là où vous avez parlé de défense des peuples autochtones, des communautés et autres. Je Oui, pense que nos avocats, ils sont maintenant avertis parce que, comme vous le connaissez, la République démocratique du Congo subit en oui, fait le fait que sa forêt équatoriale a été décrétée par l'UNESCO comme patrimoine mondial pour sauver l'humanité oui, face oui, aux grandes industries, aux pays industrialisés. Et puis, il y a aussi le parc de Virunga, qui est un oui, patrimoine. Je pense que c'est ici aussi que le peuple environnant de ce patrimoine doit bénéficier de ce qui des outils leur a été privé, notamment la pêche, la cueillette. Il y a des plantes qu'ils utilisaient comme des plantes médicinales, mais médicinales, aujourd'hui, oui. on les interdit d'accéder à ces ressources au profit de l'humanité. Puisque ce sont des cas qui peuvent être portés à ces juridictions qui sont là, notamment la Commission africaine de droits du peuple et la Cour Vous, la commission. africaine. Oui, 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 c'est bon. oui. Oui, bien sûr. Alors, moi, je veux dire, il faut toujours penser à la conciliation parce que soit on met en avant le droit des autochtones au détriment de l'environnement, soit on met en avant le droit de l'environnement au détriment des droits des autochtones. Mais jusque-là, votre question est très importante et je vous remercie pour cette question parce que ça touche vraiment au vécu de nos frères qui vivent dans des forêts de populations autochtones. Mais il faut toujours, prenons un peu l'affaire du Kenya, tout à l'heure, comme j'ai cité, on a interdit, on a donné libre accès aux populations, n'est-ce pas, on a de libre accès aux populations pour accéder à la réserve, mener leurs activités, mais on a interdit la chasse. C'est vrai, les populations peuvent chasser en dehors de la réserve, mais pas dans la réserve. Bon, la réserve, vous savez, la réserve, c'est prêt pour plusieurs raisons. Il faut quand même préserver la faune, parfois la faune. Mais alors, en ce qui concerne les populations en RDC, euh, il faut voir, on ne peut pas interdire aux populations, par exemple, d'accéder dans le milieu naturel, dans le milieu naturel originel, c'est-à-dire où ils vivent depuis la nuit des temps, et les empêcher, par exemple, de se procurer des espèces ou bien des produits pour soit s'alimenter, soit se soigner. Il faut donc que les États essaient de concilier ça. On ne peut pas ici dire que on va intégrer. Oui, Chris, vous voulez dire quelque chose? Oui, oui, ce n'était pas moi, hein. Bon, peut-être un des collègues, mais sinon, il est vrai que lorsque on interdit les communautés ou le peuple autochtone à accéder à certaines de leurs ressources, il est aussi du devoir de ces peuples autochtones d'obtenir une compensation qui leur permettra Justement, de ne pas y accéder et de participer à la protection de cet environnement qui joue, qui a un rôle important, surtout
l'humanité, et même eux-mêmes, à eux-mêmes qui sont les voisins de cette forêt-là. Donc, on les interdit, mais comme vous l'avez dit, une compensation est là. C'est-à-dire on peut même détourner leurs activités pour une autre activité qui leur permettra de vivre en symbiose avec leur milieu naturel. Tout simplement, vous avez donné la réponse, tout simplement. Ce Oui. sont des solutions palliatives sur lesquelles il faut réfléchir. Parce qu'on ne peut pas être ici radical. On ne peut pas dire qu'on interdit seulement sans qu'il faut apporter une solution en termes de compensation. Vous avez tout dit, c'est logique, hein, c'est logique. Pour ne pas léser, pour ne pas léser ces populations-là. Oui, quelqu'un d'autre peut réagir? Bon, Chris, baissez la main. Hein. Vous avez levé la main depuis. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, j'attends des réactions. Docteur Chaminier, là. Je suis là, prof. Je suis bien là. Oui, j'attends. Vous avez toujours des bonnes choses à nous dire, là. Et Non, également, non. Maître Safari. Lena Mapatano, je vous écoute. C'est clair en ce qui me concerne. Oui, Maître Safari. Je disais que tout est clair en ce qui me concerne. Je suis heureux d'avoir suivi les discussions que vous avez. Oui, le cours était limpide. Non, on ne peut pas dire ça. Vous n'avez pas dit que on se complète, mais docteur Robinson. On se complète toujours. Moi, j'aime bien ça. Mais oui, c'était très intéressant. Oui, justement J'ai parce une que. question. Ah oui, oui. J'ai une question. Oui. Oui, Nadine. Oui, merci beaucoup, prof. Je voudrais que vous puissiez un peu clarifier ou donner votre point de vue par rapport c'est l'arrêt de la commission, c'est l'avis consultatif. Je vous ai pris de court, donc déjà, excusez-moi pour ça, mais je voudrais comprendre à quoi rime d'un côté la compensation par rapport à la diminution de l'accès à l'espace et le quitus aux communautés de paître les animaux. C'est ça un peu. Je voudrais comprendre, je ne sais pas si je vous ai bien suivi, mais je pense avoir suivi que la Cour africaine des droits de l'homme a Oui, ordonné à l'État kényan de payer oui. compensation, oui, pour la diminution de l'accès à l'espace. Mais Non, pour la entre-temps, perte. vous disiez, pardon? Bon, continuez la question, je vais Oui. répondre après. Entre-temps, vous disiez que la commission faisait des restrictions aux communautés de pratiquer la chasse. Maintenant, à un moment, j'ai suivi qu'il y avait un cutus donné aux communautés pour accéder. Est-ce que accéder à l'espace, est-ce que ça rentre dans la même logique? Je voudrais que vous retourniez un peu pour que je comprenne ce que vous disiez là-bas. D'accord, merci pour cette réaction. Alors, je vais encore préciser. C'est une affaire qui s'est passée devant la Cour africaine des droits de l'homme. Concernant le Kenya est un pays où il y a une communauté qu'on appelle la communauté Andoris, une communauté qui vit dans une forêt depuis des générations et des générations. Alors, il se trouve donc que l'État Kenya a décidé de créer une réserve naturelle où la communauté Andoris vivait. D'accord. Maintenant, et vous savez, lorsqu'on crée une réserve, ça crée normalement des limites, ça crée des restrictions. Alors, la communauté donc, a donc bénéficié de certains avantages. En fait, la Cour a donc a demandé au Kenya de payer d'abord, de reconnaître d'abord le droit de propriété de la communauté sur ces terres. Là, c'est clair. Même si on a créé une réserve naturelle,
il faut que l'État reconnaisse d'abord que la communauté andorouse est propriétaire sur ses terres ancestrales. Premier point. Oui. Deuxième point, de payer une compensation pour la perte subie. Parce qu'en réalité, lorsqu'on crée une réserve, vous ne pouvez pas dire que vous allez y accéder comme auparavant. La réserve crée des restrictions. Même si le Kenya, la commission a demandé au Kenya de reconnaître le droit de la communauté andorise, ce n'est pas pour dire que la communauté va y accéder n'importe comment comme auparavant. C'est vrai, voilà pourquoi donc on a la Cour africaine a décidé que l'État kenyan verse une compensation pour cela. Et puis, les revenus générés par les activités de la réserve, c'est-à-dire une réserve faite avec des touristes et consorts, les revenus doivent être partagés, c'est-à-dire qu'une partie doit être reversée à cette communauté-là. D'accord? Maintenant, cette communauté qui peut accéder à cette réserve pour perdre les animaux et se livrer à des rites religieux et culturels. Mais, on a interdit pour cette réserve-là, la restriction qui a été imposée, c'est le droit, n'est-ce pas, de chasse. Mais la communauté peut faire la chasse en dehors de la réserve, mais dans la réserve, puisqu'une réserve a besoin des animaux, n'est-ce pas, pour son équilibre environnemental. Est-ce que je vous ai répondu? C'est clair. Merci beaucoup. D'accord. Oui, docteur Chamini, je vous écoute. No query. Il y a Chris qui lève la main. Oui, Chris, allons-y. Oui, monsieur le prof, je crois que la question de Madame Nadine m'interpelle aussi pour vous poser une petite question. Oui, allons-y. Lorsqu'on a contraint les Kenyans de réparation et de restituer une partie des terres, c'était une des parties des terres qui avait été constituée en réserve, qu'on a restituée pour les activités de ce peuple autochtone. Oui, vous pouvez répéter là, s'il vous plaît. Oui, je disais ceci. La question de Madame Nadine m'a amené à une autre question. Oui. Là où vous aviez dit que par rapport à ce que la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, il avait condamné le Kenya et il avait demandé ou exigé au Kenya de restituer une partie des terres. C'était une partie de cette réserve qui a été créée. Oui, en fait, nous sommes dans les années 1970. Oui. Le gouvernement kenyan avait expulsé des centaines de familles andoroises de leurs terres traditionnelles autour du lac Bogoria, à côté dans la vallée du Rift, afin de créer une réserve de chasse pour le tourisme. Vous savez, quand on parle de la réserve, ça fait entrer beaucoup d'argent avec le tourisme, n'est-ce pas? Alors, il se trouve donc que on ne parle pas de toutes les terres. C'est une partie qui a été, n'est-ce pas, ces familles andoroises ont été expulsées sur une partie de leurs terres, pas tout. Et ça, elles ont été expulsées, n'est-ce pas, pour les besoins pour créer la réserve, pour la chasse, pour de chasse pour le tourisme. D'accord. Maintenant, en compensation de cette expulsion-là, la Cour en vertu de la charte, a rendu un arrêt en déclarant que le gouvernement kenyan a violé la charte africaine de la droit de l'homme des peuples, en particulier le droit à la pratique religieuse, à la propriété, à la culture, à la libre disposition des ressources naturelles et au développement. Voilà ce que en 2010, c'est en 2010 que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu son arrêt en déclarant que le gouvernement kenyan a violé ces droits-là, de ces populations-là. Voilà pourquoi donc elle a donc intimé au gouvernement kenyan non seulement
de compenser cette perte-là. Une compensation adéquate. Et les revenus liés de l'exploitation de la réserve de chasse et le tourisme soient reversés à cette communauté. La Cour a également intimé l'État kenyan à permettre que cette communauté et cette famille andoroise puisse avoir accès, n'est-ce pas, à cette réserve-là pour paître les animaux. Et pourquoi pas se livrer à des rites. Tout à fait. Des rites religieux. Voilà. Mais, je vous ai dit, le droit à la chasse a été, n'est-ce pas, retiré pour cette décision qui a été prononcée. Et ça peut se comprendre. Oui. Ça peut se comprendre. OK. Donc voilà. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, oui, vous avez répondu. C'est correct. Oui. C'est un peu, quand Madame Nadine a posé la question, je me suis dit, ah, bon, parce que quand vous aviez parlé de la restitution, et même en fait, de la restitution et de proposer une compensation, bon, j'espère que cette compensation est en train de suivre, bon, ou des indemnisations, parce que vous avez aussi parlé des indemnisations. L'indemnisation, c'est en termes de chiffres, donc il faudrait qu'il y ait des structures pour pouvoir suivre est-ce que réellement une partie aussi des ressources ici de cette réserve sont en train d'être reversées à ces communautés en termes de leur propre développement. Alors, mais vous allez constater que cette... Oh là là, la connexion. Fait des recherches sur cette affaire-là. Elle est une affaire qui a vraiment marqué non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Puisque, à travers cette affaire, il y a le problème de connexion. contre le Kenya. Alors, il y a eu un problème de connexion. Oui, autre réaction. Mais moi, j'insiste que le docteur Chamni puisse dire quelque chose. J'insiste. Il a toujours des bonnes choses à nous dire. J'espère qu'il a suivi parce qu'il y avait un petit problème, un petit souci de connexion. Bon, on ne suivait pas votre intervention. Oui, docteur Chamini, on vous écoute. Oui, je disais juste que je n'ai rien ajouté, prof. Rien de rien de rien. Rien de rien de rien de rien, tout est digeste. En ce qui concerne cette jonction, bien cette interrelation entre le droit de l'environnement et les droits de l'homme, aujourd'hui, c'est une interrelation
excellente parce qu'on fait d'une pierre, on fait deux coups. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir que certaines jurisprudences où au départ, on invoquait les droits de l'homme qui ont été évolués, plus tard, on a constaté également que les droits de l'environnement ou bien la protection de l'environnement également concernés. Et on a également vu certaines jurisprudences où au départ, on parlait des violations ou bien des dégradations ou bien de la protection de l'environnement. Pour finir, on a également reconnu que les droits de l'homme sont concernés. On a vu que ce soit dans l'affaire Asila contre Roumanie, l'affaire Lopez Oscar contre l'Espagne, où tout commence par des plaintes en ce qui concerne les atteintes à l'environnement, mais plus tard, on constate que ces atteintes à l'environnement ont causé des dommages aux personnes, à leur vie, nuit à leur santé. Aujourd'hui, on peut donc dire que le droit de l'environnement n'est pas orphelin, puisqu'il y a des passerelles. On peut passer normalement par des institutions, on peut passer par des institutions de droit, des droits fondamentaux pour atteindre le droit de l'environnement, encore que le droit de l'environnement sur le plan international, depuis 2022, a été reconnu, n'est-ce pas, comme un droit humain, le droit de l'environnement sain. Et vous savez, lorsqu'on parle d'environnement sain, on connaît ce qui entre à l'intérieur, non seulement sur le plan du contenu, le droit à un air pur, eau potable, l'environnement, les espèces végétales et ainsi de suite. Et également sur le plan procédural, comme on a vu le droit à la participation, le droit d'accès à la justice, comme nous l'a enseigné, nous l'indique la Convention d'Aarhus qui date de 1958. Alors, oui, quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Nadine, je pense que ça va déjà parler aujourd'hui. Léna? J'ai posé la question, prof. Je voudrais par contre placer un mot, hein, c'est un commentaire. Il y a une question qui nous a... Avant cette session, il y a une question sur le lien entre droits humains et droits de l'environnement qui nous a pas laissé, qui nous a pas mis d'accord. Mais je pense qu'à la séance de ce jour, on voit justement les passerelles qui sont créées, mais aussi les intersections, si on peut dire, une intersection qu'on peut trouver entre les deux grands droits, en fait, et qui les lie, en fait. C'est l'un sans l'autre. Ça ne veut pas dire que lorsque on est en train de miser sur les droits fondamentaux, comment dire, de l'environnement, on occulte les droits de l'homme. Et c'est là que je pense que la réponse que vous nous aviez donnée la dernière fois, aujourd'hui, à travers ces jurisprudences et ces exemples, on peut chacun tirer, je ne veux pas dire sa conviction, mais la lumière sur cette intersection que l'on crée, ainsi que les disparités qui sont mises ensemble à travers les passerelles. C'est ça, en fait, ça me donne un peu la lumière sur ma question qui est restée l'autre fois sans réponse. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, merci pour cette réaction. Oui, Nadine, vous voulez encore dire quelque chose? Non, c'est bon, c'est bon. Je crois que je vais suivre le cours en replay et demain, peut-être qu'avant l'autre session, je reviendrai avec des questions. Je vous ai pris vraiment. Bon, Léna a déjà parlé. Léna Mapatano. Non, comme le docteur Robinson, je n'ai pas de questions. C'est limpide jusque-là. Merci.
Mais vous proposez quoi? Il faut toujours dire quelque chose. Moi, j'aime quand c'est interactif. Bon, je verrai quand est-ce que je pourrai intervenir. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Malgré tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a également un épineux problème et on va examiner ça, je crois, la dernière séance. Et puis, c'est une séance. Je vous prie pour la séance de demain, vraiment de préparer des propositions, d'intervenir, des questions dans l'ensemble de cette leçon parce que je vais sortir demain avec la question de la compétence d'exécution pénale internationale. Demain, ça sera mon intervention de demain. Une intervention finale avant que nous ne passions à la séance générale de l'interactive où nous allons recevoir des questions, des propositions et nous apporterons également les lumières sur les points d'ombre qui ont été détectés dans le cadre de cette leçon. Donc, je prie à tout le monde, à toute l'assistance, de préparer vraiment soit des propositions, des interventions, des questions pour l'ensemble de cette leçon. Parce que, comme je l'ai dit pour terminer, je vais sortir avec ce problème. C'est un débat qui est vraiment alléchant, la question de la compétence d'exécution pénale internationale en matière de droit de l'environnement. Voilà. Lorsqu'on parle des crimes environnementaux. Parce que qui dit dégradation de l'environnement, jusqu'ici, on se limite à dire qu'il faut compenser, il faut remettre en état, mais aujourd'hui, on fait face à de nouvelles notions, la notion des crimes écologiques, voire même écocides. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de crimes de guerre, génocide, herbicide, homicide, on voit également aujourd'hui écocide. C'est-à-dire que on est en train de aujourd'hui, on est en train de voir comment est-ce que la notion d'écocide peut être mise en valeur pour qu'on puisse logiquement parler de la compétence des juridictions pénales internationales en matière d'environnement. Donc, nous sommes à 3 minutes de la fin, donc j'aime répéter, préparer vraiment des questions, des interventions pour animer la séance de demain. C'est une séance, la dernière séance qu'on aura. Et je vous prie vraiment de rendre cette séance vraiment interactive, pour que nous puissions partager les connaissances et les points de vue. Donc voilà ce qu'il fallait se dire pour cette journée. Oui, maître, docteur Ambition, je vois votre visage. Enfin. Non, je suis déjà en poste pour le prochain cours. Après d'accord. Je pense que j'ai fini. Comme je dis au revoir et puis à demain. Bien, merci beaucoup, prof. Au revoir. À demain. C'était très intéressant. Au revoir. À demain. D'accord. À demain. Merci. À demain, merci.